Je continue la FAQ sur le HMDS en Cappadoce que je viens de terminer, une aventure absolument incroyable. Une question qui est beaucoup revenue, c'était combien d'heures nous dormions par nuit. Donc là, encore une fois, c'est aussi propre à chacun. L'organisation ne nous empêchait pas de dormir. On allait vraiment comme on voulait dans les tentes, se coucher, manger. Il n'y avait aucune règle, aucune obligation d'attendre une certaine heure, le repas, le coucher, tout ça. Donc là, c'était vraiment, encore une fois, propre à chacun et aussi de trouver le sommeil. Pour ma part, déjà, l'avant-veille de partir de la maison, j'avais peu dormi. Je crois que j'avais dû dormir 5 heures. La veille de partir, on s'est couché tard avec Tib et j'avais mon réveil qui sonnait à 5 heures du matin. Je crois que j'ai dû dormir 4h50 cette nuit-là encore. Ensuite, je suis arrivée donc sur place et on s'est couché tard avec Véro. Je crois qu'on a dû dormir, puisque le réveil était à 3 heures du matin, on a dû dormir 4 heures. Ensuite, la première nuit sur le camp, donc c'est là où je suis arrivée donc, pour la première fois, première femme à l'épreuve, à la première étape. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais une excitation, une pression, un stress de l'étape suivante qui était l'étape du 60 km. Je me suis endormie relativement facilement à 9h30 et en fait à 22h10. Je me suis réveillée et là, impossible de me rendormir, j'avais chaud, j'étais pas bien, j'arrêtais pas de penser à la course, à me refaire le parcours, à me refaire tout ce que je venais de vivre dans la journée qui était hyper riche en émotions. Donc j'y arrivais pas du tout, je n'arrivais pas, mon cœur arrêtait pas de s'emballer et tout, c'était pas du tout simple. Donc mon astuce a été de mettre mon livre audio et de me concentrer comme si un peu je regardais une série, parce que je me concentrais sur mon livre audio en m'imaginant les personnages. Et là, j'ai trouvé le sommeil et à 3 heures, le réveil a sonné. Donc, j'ai vraiment peu dormi. Et je crois que là, j'affichais 2h45. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à m'endormir. Ensuite, il y a eu la nuit la plus reposante. C'était après les 60 km jusque le jour off, en fait. J'ai attendu Véro qui arrivait vers les 23h. Et ensuite, je suis partie me coucher. Donc, on va dire vers 23h30, je devais dormir. Et le matin, je me suis fait réveiller par les montgolfières qui en fait nous trouvaient comme des attractions. Alors nous on les trouvait magnifiques et on trouvait que c'était des attractions, mais alors elles aussi elles trouvaient qu'on était des attractions, c'est-à-dire qu'elles volaient au-dessus de nos tentes, donc on entendait le gros pshhh, pshhh du feu qui souffle dans le montgolfière. Je suis réveillée par ce bruit-là depuis très longtemps. Donc ça, j'ai été réveillée, j'ai pas réussi à me rendormir avant, je crois, 7h30, que les montgolfières partent un peu. Et j'ai dû me rendormir jusqu'à 9h et après il faisait chaud dans la tente, donc je me suis levée. Et je me suis rendormie 2 fois sur le camp, des petites siestes d'une demi-heure, 45 minutes peut-être, j'ai pas noté. Et la dernière nuit, et pareil, j'ai dû dormir, je sais pas, peut-être 4h50, quelque chose comme ça à peine. Donc voilà, les nuits étaient relativement courtes. Je dis 4h50, mais en fait, j'ai pas du tout regardé parce que je crois que je n'avais pas ma montre ou alors j'ai arrêté de regarder parce que je voulais pas me faire peur. Je sais plus, mais je crois que je vous donne un peu un chiffre au pif pour cette dernière fois parce qu'il me semble que j'ai pas regardé. Mais dans tous les cas, c'était pas énorme. Après, on a eu notre première nuit à l'hôtel. Donc là, on s'est couché pas trop tard. On a dû se coucher à 11h avec Véro, un petit peu même avant. Et puis à 2h50, on avait le réveil. Pour pouvoir, Véro avait son réveil parce qu'elle a besoin toujours de plein de réveils. Moi, mon réveil était à 3h15. Après, on est parti voir les montgolfières et on s'est recouché après les montgolfières. Donc, je dirais de 7h30 à 10h30, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, après on n'a pas refait de sieste dans la journée puisque on a papoté et puis après on avait pas mal de choses à faire, notamment aller chercher des cadeaux pour les petits. Et après il y a eu la remise des prix, le dîner, la soirée de gala, etc. Donc ouais, on a eu pas mal de nuits à très peu d'heures de sommeil, pas du tout du sommeil de récup comme on peut préconiser et recommander quand on fait du sport, surtout des sports comme ça où on fait de l'ultra avec des très grosses distances.
L'alimentation sur la course, ça c'est une question qui est aussi beaucoup revenue. Qu'est-ce qu'on mangeait lors des courses? Donc là je vais vous parler de moi, mais je sais que ça a été très différent selon les personnes et selon le temps qu'elles mettaient. Donc pour ma part, je mangeais comme je mange sur des courses que je fais, compote et gel. C'était uniquement ça, boisson énergisante. J'ai pris soit celle de Meltonic, je crois que c'est ça la marque, ou la Mortine. Donc voilà, j'ai alterné entre ces deux boissons. Il y en a une qui est à la caféine, l'autre qui est antioxydante. Donc c'était très bien pour le corps. Donc sinon, j'alternais, je prenais 2 gels sucrés et une compote salée, selon les courses également, puisque pour la 60 km, donc j'ai fait ça, à chaque fois c'était 2 gels sucrés, une compote salée, et je la mangeais pas forcément tout d'une traite. Pour la toute première course, j'ai mangé uniquement une seule compote salée. La dernière course, donc là pour le coup pour moi, je me suis enfilé que des gels. J'avais une compote, je ne l'ai pas prise. J'avais 2 compotes, je les ai pas prises. J'ai fait que des gels, que des gels, que des gels. Après, pour bifurquer sur l'alimentation sur le camp, et bien c'est ce que je vous ai montré dans la première vidéo, c'était les repas lyophilisés. Franchement, aucun regret d'avoir pris de la semoule. Je l'avais enrichi, j'avais enrichi chacun de mes plats semoule avec des noix de cajou, des raisins secs. Franchement, meilleur combo. C'était hyper bon, hyper facile. L'eau en plus sur le camp, elle était à température ambiante. Voire des fois, si on la laissait au soleil tout l'après-midi, elle était hyper chaude. Donc en vrai, pas besoin de réchaud pour moi. Le matin, j'avais mon espèce de porridge. C'était de la farine d'avoine avec de la gelée royale, du cacao et je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, je crois que c'est Meltonic aussi qui doit faire ça. Je me rappelle plus, mais j'avais dû vous montrer dans la vidéo. Trop bien. À refaire, j'en mettrai plus. Je mettrai plus de poudre pour avoir un plus gros petit-déj, plus copieux. Mais franchement parfait. J'avais aussi pris donc de la protéine de récup, la whey de chez NG Nutrition. J'en avais 2 différentes que je prenais à chaque fois à la fin de mes courses. Et puis après, un truc qui était cool aussi, c'est d'avoir des choses un peu croquantes. Donc là, j'avais des biscuits un peu comme des tucs pour le côté du sel et des petites gaufres. Et ça, pareil, les gaufres, elles étaient tellement bonnes, c'était trop bon. Elles font pas beaucoup de poids. Donc c'était aussi ce petit côté gourmand qui était top. Et en gros, voilà. Le plus dur sur cette édition, donc en Cappadoce, ce qui est revenu de tout le monde, là c'est pas moi qui le pense, c'est vraiment ce qui est revenu de tout le monde, c'était qu'on était en altitude, à plus de 1200 mètres en altitude. Donc là déjà ça change la façon de respirer, les battements par minute sont beaucoup plus intenses, plus rapidement. Donc ça, le dénivelé, normalement il n'y en a pas autant, surtout qu'on enchaîne, donc ça fait à peu près 30 km, 60 et 30 km la dernière étape, donc normalement il n'y a pas autant de dénivelé. La chaleur, on était à plus de 45 degrés, mais au moment où, à partir de, je sais pas, je dirais peut-être 11h du matin, jusqu'à au moins 15h30, même bien plus. Même voire 16-17 heures, on était vraiment sur des très grosses températures. Ça, et en fait, le fait à chaque fois d'être exténué, en fait. Je crois que c'est le corps, on est vraiment sur du dépassement de soi. Donc voilà, ça c'était vraiment ça. Je pense que je parle de ça pour la Cappadoce, mais en réalité, à mon avis, c'est un peu pareil pour toutes les éditions. Le plus dur sur une telle expérience, pour moi et à mon sens, c'est d'être en autosuffisance, d'avoir un sac à dos énorme. Je vous recommande aussi de mettre des sparadraps comme nous on a mis avec Véro pour éviter d'avoir les brassières qui frottent avec le frottement du sac et tout qui appuie sur les brassières. Bon, j'ai été blessée à d'autres endroits, mais voilà, au moins là, les épaules, c'était top. Ouais, c'était vraiment le plus dur pour moi, c'était vraiment le poids du sac. Surtout quand on a un objectif de faire le plus possible du parcours en courant. Le sac, c'est quand même quelque chose. Enfin, voilà, le poids du sac, c'est quand même un certain pourcentage de mon poids corporel. Donc, direct, c'est assez compliqué à gérer quand même. Et également, sur ce type d'aventure, c'est de se donner sur l'épreuve, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, comme si c'était la dernière. Donc je sais que pourtant Cyril a dit au tout début, c'est la première étape, ne partez pas à fond, gardez du jus, soyez là pour découvrir les paysages de la Cappadoce, etc. Et quand on est arrivé, donc moi je suivais de près toute l'équipe de chez Fresh Touch. Il y avait d'autres participants qui étaient derrière de chez Fresh Touch. Et en fait du coup, je suis arrivée un peu
en même temps que tout leur groupe. Et là, Cyril, il a dit franchement, mais Fresh Touch, c'est pas possible. On vous avait dit d'aller doucement. Et en fait, voilà, c'est une agence où il y a énormément de gros sportifs qui font des ultras et tout. Donc, c'était trop cool. Et en fait, ben voilà, il y a les recommandations de l'organisation et puis il y a aussi les objectifs personnels qu'on a envie d'avoir. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas partir si loin de mes enfants pour me dire que j'allais visiter la Cappadoce. Le plus beau dans ce type d'aventure, alors très clairement, mais très clairement en premier, c'est quelque chose qui vous sera propre à vous, c'est le dépassement de soi. Enfin, vous arrêtez la course, il ne va rien vous arriver. Vous arrêtez, vous n'allez pas avoir un drame qui va se produire dans votre vie. Vous arrêtez, on n'en parle plus, personne ne va rien vous dire. Mais vous continuez. Vous n'en pouvez plus, vous êtes éclaté, vous avez des courbatures, vous avez mal, vous pleurez, vous avez chaud, vous faites des malaises, vous avez les pieds en sang, et bien vous continuez. Et en fait ça, ce dépassement de soi, ce ressenti qu'on a quand on franchit la ligne d'arrivée, ce moment où on a envie de pleurer en fait parce qu'on l'a fait, et ben c'est un moment qui est absolument incroyable, qui vaut en fait toutes les souffrances qu'on a eues durant la course, tous les moments où on se parlait à soi-même, tous les moments où, en tout cas pour ma part, je parlais à mes gels. J'avais un gel qui était au beurre de cacahuète salée et j'avais jamais goûté auparavant et je l'avais pris en me disant ah trop cool et tout, ça me fera un petit moment kiff et tout. Et durant le 60, d'un coup je le goûtais et j'étais là et je fais waouh, mais c'est trop bon, mais je t'adore, mais c'est trop bon, mais franchement, mais je vais vous écrire, je vais vous le dire. Et j'étais là et je prenais mon gel et j'étais trop contente et je kiffais et je parlais à mon gel et je disais mais toi, mais je vais te reprendre et tout. Et quand Véro, elle est arrivée, elle pleurait, elle me disait, mais Marie, j'ai parlé à mes jambes tout le long. Et je leur disais, promis, les filles, la prochaine fois qu'on fait un truc comme ça, je vous prépare, je vous ferai plus ce coup-là, je vous ferai plus ce coup-là. Et franchement, quand on voit ça, quand on se dit qu'on parle à nos jambes, qu'on parle à notre gel, moi, je comptais en anglais. Alors, je parle pas anglais. Et pourquoi pas compter en anglais? Je comptais en anglais et je comptais jusqu'à ne plus réussir. Et en fait, quand on passe cette fucking ligne d'arrivée, on a une explosion dans notre tête, dans notre cœur, dans nos tripes, qui fait de « je l'ai fait ». En fait, j'ai eu personne, j'ai eu besoin de personne, en gros. Je l'ai fait pour moi, j'étais pas obligée de le faire. J'aurais pu arrêter, mais je l'ai fait. Je me suis prouvé que je le faisais. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Je me suis prouvé que j'étais capable d'aller au-delà de mes limites. Mais en fait, à partir de ça, ben là, on est foutu. Parce qu'en fait, ça, là, ce sentiment-là, il est tellement énorme, il nous propulse tellement loin, qu'en fait, après, je vous jure, vous avez plus envie qu'on vous manque de respect. En fait, vous êtes quelqu'un. Pour vous-même, vous êtes devenu quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, vous avez un dépassement de soi, vous avez pris une estime de vous-même qui est énorme. Et je vous assure, en fait, ça vaut tellement, mais ça vaut énormément. Et ça, c'est vraiment ce que procure la course à pied, et notamment ce type d'aventure. Donc voilà, bref, le plus beau dans une aventure comme ça, c'est vraiment le dépassement de soi, qui est propre à chacun. Et que l'on soit le premier ou le dernier, je peux vous jurer qu'on n'a pas vécu la même aventure. Par contre, on a vécu un dépassement de soi qui est tout autant énorme, estimable, incroyable et respectueux. Vraiment, c'est incroyable. Et le côté humain. Ce type d'aventure, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et il y a un côté humain. On rencontre des personnes durant notre route, on va discuter avec elles, qui vont nous aider, qui vont ramasser nos bâtons, qui vont les remettre, nous proposer plusieurs fois leur aide, qui vont nous dire « allez, lâche pas », alors qu'on ne les connaît pas. Des personnes avec qui on va partager un peu un moment où on se tape dedans. Je me rappellerai toujours du coup de Raphaël qui a fait demi-tour parce que je pleurais et que je lui disais « Raphaël, s'il te plaît, reviens ». Alors que c'était la première fois en gros où on se voyait sur une course, puisque la course précédente, j'avais pas du tout été avec lui. Je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il était dans le classement, à quel moment il est arrivé sur le camp. Et c'est d'ailleurs la seule fois que je l'ai vu, puisque même pour la dernière course et le jour off, je l'ai pas revu. Mais il restera dans ma tête ce mec qui m'a aidé, qui m'a permis de terminer ma course, parce que j'aurais pu rester des heures à dessécher sur mon rocher en train de chialer, quoi. Qu'on soit pour un classement ou qu'on le soit pas, et ben on a quand même ce côté humain, puisqu'on vit la même chose, on vit le même côté très dur et on s'aide. Et c'est ce que j'aime, c'est pas toujours ce qu'on va retrouver sur toutes les courses que l'on peut faire. Il y a des fois des côtés trop compètes qui peuvent être assez malsains.
parce que les personnes certainement n'ont pas confiance en elles et ne veulent pas donner le moindre petit conseil, etc. Parce que si sait-on jamais que le conseil soit miraculeux et que ça puisse aider l'autre personne à un point où elle en deviendrait meilleure. Mais en tout cas, sur le marathon des sables, je peux vous le dire, moi j'ai ressenti que de l'humain, j'ai ressenti que du kiff. Et pour moi, c'est 2 clés essentielles sur une telle aventure. Est-ce que c'est une course individuelle ou en équipe? Alors, pour moi, c'était une course individuelle. Mais il s'avère qu'on peut aussi la faire en équipe. Donc on s'inscrit et on se note en tant qu'équipe. Et en fait, le but, c'est comme un raid, du coup, c'est de s'attendre tout le long. On ne peut pas avancer sans son équipe. On ne peut pas d'un coup partir solo. Voilà, donc après, il y en a qui peuvent faire plusieurs équipes, etc. Ça, je ne sais pas. Je sais que du coup, il y a eu une équipe qui a gagné. Mais on ne nous a pas présenté s'il y en avait d'autres, etc. Voilà, mais je sais que ça peut être possible et ça peut vous assurer aussi le côté où vous n'êtes jamais tout seul. Mais sincèrement, le côté être aussi tout seul avec soi-même, ça fait quand même aussi partie de l'aventure et je vous assure, c'est aussi dur que bénéfique. Mon ressenti sur les 60 km. Alors, les 60 km, je n'avais pas peur pour les 60 km puisque j'avais déjà fait dans ma vie 70 km sur route. Par contre, j'avais beaucoup d'appréhension puisque je me suis mis la pression. Je suis arrivée première la course d'avant. Donc là, je me suis mise à dire, il faudrait que j'arrive première aussi. Je me suis mise à le rêver. Donc forcément, une personnalité comme la mienne, ce que je rêve, en fait, ça me prend aux tripes et ça m'angoisse et je m'en fais un truc. Donc du coup, voilà, déjà, c'était un peu ça. Après, j'avais bien commencé les 60 km puisque j'étais avec la même team que la veille, vraiment avec il y avait le premier peloton qui eux, c'était vraiment, ils étaient hyper forts, genre vraiment, ils partaient, voilà, ils étaient très forts et tout pour faire tout ça bien plus rapidement que d'autres. Et nous, on était un peu les deuxièmes, mais c'était très bien, hein, c'est pas péjoratif ou moins bien, c'est juste qu'il y en a qui sont très forts et il y en a qui sont un peu moins forts et c'est ok. Donc j'étais avec un groupe un peu plus volumineux que la veille, avec les mêmes têtes que la veille, mais avec plus de personnes. Et en fait, après le deuxième CP, donc au 25e kilomètre, entre le CP2 et le CP3, j'ai décroché du groupe et beaucoup ont décroché. Hein. On s'est quand même plus ou moins tous retrouvés solo. C'est donc, comme je le disais juste avant, bénéfique parce que on s'est tous tapé dedans en perso et on a tous été dans nos tripes et on s'est démerdé pour terminer les 60 km solo. Et pour autant, ça aurait été vachement plus facile si on s'était tous accrochés les uns aux autres parce que on a eu du CP4 au CP5. Donc il y avait 5 CP sur le 60 km et l'arrivée. Donc ça faisait 6 étapes à franchir en gros. Et entre le 4 et le 5, c'était une horreur. On a tous trouvé les 10 km hyper longs, tous envie de chialer, tous pas bien. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui n'était pas simple du tout. Mais on l'a fait, on l'a tous fait, on n'a pas abandonné. Mais c'est vrai que voilà, ça c'était assez dur de passer autant de temps solo, à souffrir solo. Quand j'ai vu Raphaël, lui il était espagnol, on ne pouvait pas parler. Donc on se disait juste it's good, fine, hard, oh so hard. Ça n'avait aucun sens. On partait pas du tout dans des discussions ni profondes, ni un chouïa qui nous font oublier ce qu'on est en train de vivre. Pas du tout, on était vraiment à se taper dedans. J'ai trouvé aussi la course très longue, 9 heures et quelques pour faire 60 km. Pour moi, c'est hyper long. Alors bien évidemment, je parle pour moi. Quand par exemple on se compare avec Véro, Véro elle a mis 19 heures pour faire les 60 km parce qu'elle a beaucoup marché, elle avait beaucoup de courbatures donc elle n'arrivait plus à courir. Elle, ses pieds allaient bien et tout, hein, c'était vraiment les courbatures, ça lui faisait trop mal, elle n'avait pas l'habitude de ces douleurs là. Et moi en fait, du coup j'ai trouvé que les 60 km étaient très longs. Parce que du coup j'ai beaucoup marché et c'est pas dans mon tempérament de marcher. J'avais à part mal aux genoux et mon sac était très lourd qui du coup me faisait mal aux genoux dès que j'étais dans les descentes, ça appuyait, c'était atroce et je me disais oh là mais je vais jamais ni finir ni réussir à courir la 3e étape, vraiment c'est ce que je me disais. Donc j'essayais un peu de m'économiser en me disant essaye de ne pas te détruire complètement parce que il faut déjà que tu finisses et en plus il faudra que tu réenquilles 26 km le dernier jour quoi. Et ça c'était assez compliqué et du coup j'ai assez mal vécu parce que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir courir parce que le sac était trop lourd et du coup ça me faisait trop mal aux genoux sur des parties du parcours. Mais moi ces parties là je te les cours mais tellement.
Et je pouvais pas. En fait, je pouvais pas. Il fallait absolument que je fasse attention à mon genou. J'avais trop mal. Et quand je vous dis ces parties-là, c'est que tout ce qui était en faux plat montant. Mais c'était pas un faux plat genre... je connais le faux plat. Ça me fait pas peur. Je peux le trottiner et tout. Et ben là, je trottinais, je m'arrêtais, je trottinais, je m'arrêtais, je trottinais, je m'arrêtais. Je me disais, c'est pas possible. Normalement, j'aurais dû en arriver là à, je sais pas moi, à un moment genre au 50e kilomètre. J'aurais pu me dire, ok, parce que quand j'ai fait la Paoline, c'était à partir du 55e kilomètre où là, ça a été dur parce que c'était que de la montée pour arriver jusqu'au dernier village. Et là, j'ai alterné marche et course, enfin trottiner et marcher. Mais là, j'ai capoté bien avant en fait. Et en fait, c'était hyper dur parce que pour moi, c'était des autoroutes en fait. Pour moi, avec ce que je connais de la course à pied et mes capacités, entre guillemets, je savais que ça, là, je pouvais le courir et je ne comprenais pas en fait. Et j'y arrivais plus, mon corps, mon genou, c'était pas possible. L'autre commence à me faire mal parce que je compensais. J'avais mal au dos, enfin vraiment. Et puis ça me faisait peur en fait de ne pas réussir à finir. Donc voilà, ouais, les 60 km, c'était pas facile mentalement. Mais bon, je les ai terminés. Et puis j'ai terminé première femme. Donc voilà, mais je me suis tapée dedans. Est-ce que le dénivelé positif était difficile? Alors, le D+, était de 3000 mètres de D+, sur 120 km. En réalité, c'est pas énorme. Parce que là, typiquement, je vais faire 70 km sur la Restonica et j'aurai 4000 de D+. Donc, une distance bien moins grande avec plus de dénivelé. En vrai, c'était pas des trucs, c'était pas que de la montée, c'était pas... Enfin voilà, c'était régulier en fait, il y avait des pics de montée, des pics de descente, ça faisait un peu, un peu en dents de scie. Et c'était pas non plus un truc où il y avait des toutes petites parties un peu escalade où je mettais les mains, les genoux et tout. Mais c'était hyper rare franchement, et puis je pense que c'était moi aussi parce que ça me permettait un peu de me reposer et de pas grimper d'une autre façon. Mais franchement, ça allait. La seule chose où ça devient difficile de déniveler, c'est qu'on a le sac qui pèse lourd et donc sincèrement, c'est chaud. En fait, c'est comme si vous aviez, je sais pas, les mamans, votre nourrisson dans le dos ou un sac de rando avec votre enfant. Et vous devez essayer de courir. Alors oui, on n'a pas 12 kilos sur le dos, mais il y en a qui avaient quand même 9 kilos. Moi, j'en avais 7,5 avec mon litre et demi d'eau. En fait, sur la première étape, ça pèse. Et puis après, on enchaîne direct avec la deuxième étape, 60 km le lendemain. Le corps, il n'a pas le temps de se reposer, qu'on soit clair. Comme disaient les kinés, on n'est pas sur un sport santé. Là, on est vraiment sur un sport dépassement de soi. Donc le corps, il est un peu en souffrance, mine de rien. Bien qu'encore une fois, dépassement de soi, kiff, expérience d'une vie et tout. Mais la réalité, c'est quand même que 3000 mètres de D+, avec très peu de sommeil, une alimentation qui est lyophilisée. Donc moi, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'avais pris des protéines en plus et tout. Mais la plupart, c'est beaucoup juste du féculent. En fait, on répare pas les fibres, les fibres musculaires qui ont été un peu atrophiées durant les courses et tout. Mais oui, le D+, se fait ressentir, bien sûr. C'est pour ça qu'on a des crampes, qu'on a des courbatures. Il fatigue vraiment le corps. On sent bien qu'on n'est pas sur du plat, quoi. Est-ce que j'ai pris un coach pour m'entraîner pour faire le HMDS? Alors non, déjà quand je me suis entraînée pour l'Égypte, c'était justement ça, je voulais faire le HMDS sans avoir de coach parce que je voulais que ce soit accessible à vous tous qui me regardez et qu'on ne soit pas obligé de prendre un coach en fait parce que la plupart des participants ne prennent pas de coach, Véro n'avait pas de coach et prendre un coach c'est viser un temps, viser un classement etc. Un peu ce qui peut être pris dans vos idées à vous. Et moi, je voulais vraiment que vous vous disiez, ok, on peut faire un HMDS sans avoir de coach, sans viser un temps, sans viser un classement. Donc ça, c'était important. Quand l'Égypte a été annulée, après, moi, j'avais en tête de toute façon de rejoindre un club d'athlètes parce que j'avais envie d'être avec d'autres personnes, rencontrer des gens avec qui j'allais courir, où ça allait être cool et tout, de faire des runs à plusieurs et tout. Et je m'étais dit, je m'inscrirai après le HMDS en Égypte. Ça a été annulé. Donc 10 jours après, j'avais le raid des Alizés où je suis partie donc en Martinique. Et une fois que je suis rentrée du raid, je me suis inscrite au club d'athlètes dans lequel je suis. Le club d'athlètes dans lequel je suis, je l'utilise beaucoup pour plein de raisons. Mon coach, il est absolument génial. On a déjà fait pas mal de prépa ensemble pour mon semi-marathon de Barcelone, pour mon semi-marathon de Paris et pour mon marathon de Paris.
Ça, j'ai fait ces 3 prépas avec lui. Et après le marathon de Paris, j'ai un peu décroché les programmes d'entraînement du club et je me suis un peu remise sur RunMotion parce que je vais courir le marathon de Berlin avec RunMotion. Et donc du coup, je suis repartie sur un entraînement avec l'application dans le cadre de mon travail. Je vais toujours à l'athlé et tout, mais pour partager ce moment avec les copains de l'athlé plutôt que de suivre le programme de mon coach. Et ensuite, pour le HMDS, j'avais pas du tout demandé un programme. Il avait sorti un programme pour trail long pour la Resto Nika. Et donc, je m'en suis un peu inspirée par moment, bien que je me suis direct mise sur le marathon de Berlin parce que là, je veux vraiment un temps. Comme j'ai eu une expérience pourrie pour le marathon de Paris avec mon transit, et ben, je me suis dit, ok, là, bah, voilà, j'ai envie d'avoir un joli temps sur mon marathon de Berlin, qui est en plus un marathon plat. Donc je suis déjà dessus et en plus de ça, je fais le marathon des JO. Je devais faire le 10 km. C'est un dossard que j'ai eu en étant tiré au sort comme monsieur, madame, tout le monde. Et en fait, la team Orange Running m'a appelé et m'a dit non, mais toi, tu vas pas du tout sur le 10 km. On vient de voir ta story. Tu viens avec nous sur le marathon. Chose que je voulais pas au début puisque je me vois pas faire un temps dessus. C'est un marathon qui va être assez dur avec du dénivelé et tout. Sur 42 km, 400 et quelques de dénivelé, c'est pas rien. Donc j'avais pas très envie, je voulais faire le 10, ça me suffisait vraiment et je faisais un temps sur le 10. Mais en fait, je me suis dit ok, c'est l'expérience d'une vie, 10 km ça va quand même passer assez rapidement. Tandis que 42 km, je vais avoir le temps de profiter de toute l'ambiance des JO, etc. Donc je me suis dit ok, pars sur le 42, de toute façon c'est pas grave, temps ou pas temps, au moins tu profites de cette expérience. Donc voilà, donc du coup je m'entraîne vraiment pour l'objectif marathon JO, marathon Berlin, mais pas du tout sur le côté trail. Sinon vous avez tout sur Strava puisque je vous cache absolument rien, je cache pas mes entraînements, je ne cache pas mes allures, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous motiver, je suis là pour être honnête et transparente. Donc vous avez tout sur Strava si vous voulez regarder un petit peu mes entraînements avant le HMDS. Par contre, j'ai augmenté mes volumes, c'est-à-dire que je faisais une sortie le matin, une sortie le soir, soit 2 runs, soit un run du vélo, soit du vélo un run, soit un run, du pilate, du vélo et de la corde à sauter, enfin voilà. C'est l'aboutissement de combien d'années d'entraînement pour arriver première à un HMDS. Ça dépend vraiment de vous. Tout simplement, moi j'ai commencé la course à pied dans une optique de faire des temps et d'améliorer mes allures en janvier 2023, d'accord? Donc ça fait 1 an et demi que je cours pour améliorer mes allures, ok? Ça fait 1 an que j'ai commencé le trail en sachant que je n'ai pas fait de trail de tout l'hiver. On va dire que j'ai arrêté les trails, on va dire fin septembre jusqu'au mois de mai quand cette année j'ai repris. Donc en réalité 1 an sur la plage calendaire, mais en réalité de mes sorties trail, franchement j'en ai vraiment pas beaucoup au compteur. Je sais pas, je dois peut-être avoir fait 5 mois d'entraînement trail en réalité si je compte les 1 mois et demi là et les 4 mois et demi de l'année dernière, un truc comme ça. C'est pas énorme. Par contre, c'est vrai que je fais partie des gens juste disciplinés. Quand j'ai un objectif, si c'est écrit sur le papier que je dois faire ça, ça ou ça, ou écrit dans ma tête ou sur mon application RunMotion, je fais. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, l'entraînement dépend aussi de l'objectif qu'on se fixe. Ça ne sert à rien de s'entraîner 10 fois par semaine si son objectif c'est juste d'être finisher, à part si vous partez de très loin, mais si vous comptez marcher 120 km, à partir du moment où vous avez une hydratation et de la nutrition, personne ne meurt de marcher 120 km sur 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là c'est vraiment l'entraînement dépend de l'objectif. Moi je sais que l'objectif que j'avais si je partais d'une semaine sans mes enfants, c'était de faire un classement, d'être dans les 10 premières femmes. J'ai eu de la chance, c'est-à-dire que, et voilà, enfin de la chance, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, j'ai eu un objectif qui a été complètement ouf, c'est que je suis première femme et dans le scratch, je suis dans les 10 premières au scratch en mélangeant les hommes. Et l'entraînement était un peu conséquent aussi, c'est-à-dire que vraiment j'ai augmenté les bornages. La cryo aussi m'a beaucoup aidé pour pouvoir augmenter les volumes. Sans la cryo et sans mon kiné, j'aurais clairement pas pu puisque mon corps, il n'avait pas assez de récup en fait. Je m'y suis prise un peu trop tard en termes de temps, donc normalement quand on augmente les volumes, on augmente un petit peu chaque semaine et moi il a fallu que j'augmente drastiquement assez rapidement et la cryo m'a vraiment permis de pouvoir augmenter ces volumes si rapidement. Donc voilà. Comment ça s'est passé pour Véro?
C'était la première expérience aventure, dépassement d'elle. Encore pire que moi, elle avait rien à y gagner que de terminer. Elle avait, elle n'a pas une communauté derrière qui va lui dire ah bah quand même mince tu vas là-bas et tu vas pas au bout, etc. Elle le faisait vraiment pour elle, pour ses enfants. Il n'y a pas des marques qui vont la remarquer ou pas la remarquer. Enfin, vraiment, elle faisait vraiment partie de toutes ces personnes en majorité qui font une telle expérience. Et en fait, bah, clairement, elle a fait comme toutes ces personnes. Elle s'est dépassée, elle a pleuré, elle a continué. Elle s'est trouvée voilà, des carottes pour avancer et non pas des excuses pour arrêter. Elle en avait des excuses, hein, mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu prendre le 20 km, le 40 lors du jour 2 et faire une plus petite étape. Elle a pris le 60. Elle a terminé en 19 heures. Et je lui ai dit, mais meuf, tu te rends même pas compte de ce que tu viens de faire comme exploit pour ton corps. Je lui ai dit, moi, j'ai jamais fait 19 heures de sport. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Je lui ai dit, donc, c'est énorme ce que tu viens de produire, en fait, ce que ton corps était capable de faire. Tu peux le remercier, c'est énorme. Donc, pour elle, ça a été très dur. C'était trop beau parce qu'elle commençait les épreuves avec beaucoup d'émotions. Elle avait les larmes aux yeux. C'était vraiment dur pour elle, surtout à partir après le premier jour. Le premier jour, c'est un peu, tiens, comment ça va être et tout. On a un peu l'appréhension, mais je dirais plutôt l'excitation de l'inconnu. Le deuxième jour, l'inconnu, c'était plus trop de l'inconnu, c'était ok, en fait, c'est assez dur l'histoire. Et en plus de ça, j'ai des courbatures de la veille sur lesquelles il va falloir que j'arrive à avancer, courir, etc. Donc ouais, ça a été compliqué, mais elle a terminé à chaque fois, les larmes aux yeux. Elle a terminé à chaque fois en étant fière d'elle. Pas une fois, elle m'a dit, je sais pas, genre, où est-ce que tu m'as emmenée, ou j'ai pas le niveau. Voilà, et bien sûr qu'elle a pensé à arrêter à des moments en se disant mais vas-y je vais arrêter, c'est pas possible, je souffre trop. Et puis en fait non, elle a toujours continué et elle est finisher de 120 km sur 3 étapes, c'est incroyable. Et en plus de ça, elle veut continuer. Je pense qu'elle refera un jour une expérience comme ça avec son chéri, mais je la réemmènerai dès que je le peux. Sincèrement, elle a adoré le côté humain, elle a adoré se dépasser, se taper dedans. Et elle fait partie de ces femmes, moi, qui m'ont toujours inspirée. Véro, ça a toujours été mon exemple sur le côté maternel, sur l'amie qu'elle est. Et aujourd'hui, la femme qui a accompli 120 km avec très peu d'entraînement, pas une mordue de sport comme moi je peux l'être. Voilà. Et franchement, c'est là où vous pouvez vous dire que oui, c'est accessible. Ça dépend de ce que vous mettez comme énergie pour finir vos objectifs. C'était magnifique de vivre ça ensemble, de vivre dans cet inconfort, dans ce côté sale, dans ce côté à ne pas manger toutes les choses qu'on aime manger, à rigoler l'une de l'autre. Je crois que c'est la personne qui m'a le plus dit qu'elle était fière de moi. Tout le temps, dès qu'elle arrivait, elle me disait putain mais t'es première, je suis fière de toi. Tout le temps. Je crois que c'est vraiment celle qui me l'a le plus dit. Alors qu'elle venait de faire la même chose que moi, avec beaucoup plus de mots dans son corps. Et en fait, elle pensait juste à me dire à moi qu'elle était fière. Donc voilà, clairement, c'était incroyable et une aventure hors du commun que je vous recommande. Et encore plus, si vous manquez de confiance en vous, foncez sur une telle aventure parce que je vous assure qu'après, vous voyez les choses différemment et vous assumez les choses aussi. Quand vous n'avez plus envie, bah vous n'avez plus envie. Quand vous avez envie, bah vous le faites. Vous le faites avec grand plaisir. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec qui vous êtes ou vos valeurs, eh bien, vous avez en fait ce côté à dire bah non, je suis pas alignée. Je vais pas te manquer de respect. C'est pas méchant. Mais là, bah j'y vais pas. C'est pas ok pour moi. Et je vous assure que ça fait une certaine liberté après dans sa vie. Et on n'en a qu'une. Donc se faire chier avec des personnes qui n'ont ni nos valeurs, ni ne méritent notre temps, eh bien, je vous assure qu'après, c'est vachement cool. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. J'espère que, je sais que la vidéo va être très très longue, j'ai pas encore répondu à toutes vos questions en plus de ça, mais je pense que je vais la faire en plusieurs étapes pour que vous ayez quelque chose de très complet. Voilà, bisous!